Je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie et nous sommes là pour parler d'argent et notamment les problèmes liés à l'argent. Alors ça peut être qu'il vous file entre les doigts, ça peut être que vous avez un plafond de verre et que vous ne vous l'expliquez pas, ça peut être des peurs irraisonnées, ça peut être beaucoup de choses. Et en tous les cas, ce qu'on voit avec la psychogénéalogie, c'est que très souvent, vous avez des redites dans votre arbre généalogique. Et ces redites, ces répétitions, c'est des choses qui vont être distillées dans le discours des parents de génération en génération. Et évidemment, on a un impact qui se retrouve dans votre existence à vous, que ce soit pour votre façon de gérer l'argent, pour votre façon d'en gagner, ou pour vos choix, par exemple, professionnels. Et on va voir aussi que ça peut avoir une incidence sur vos choix de couple. Voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler en psychogénéalogie sur la conscientisation de ces problèmes familiaux et de ces problèmes donc, qui sont devenus les vôtres. Et de mettre en évidence ces loyautés qui sont des loyautés toxiques parce qu'elles ne vous arrangent pas, et ces fidélités familiales, hein, ces loyautés aux règles du clan, hein, aux règles de la famille, aux règles implicites, aux non-dits ou aux formules que vous avez pu entendre régulièrement dans l'enfance, eh bien, toutes ces fidélités, si ça ne nous arrange pas, eh bien, on va les couper. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez, une fois que vous aurez pris conscience de ces fidélités et puis de la cause, de l'origine, par exemple, de votre comportement vis-à-vis de l'argent, quand vous aurez pris conscience de cette cause, ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts avec votre grand-père, votre grand-mère, votre père, mère, etc. Ou les gens qui ont le même discours que ses aïeux. Ça veut juste dire que vous ne répéterez pas les mêmes actes. Voilà. Ce sont des choix de vie ou des actes ou des drames qui leur appartiennent. Et vous êtes vous, dans un autre contexte, avec un travail sur vous-même, puisque vous me regardez. Je vous en félicite. Et donc, à partir de là, vous pouvez garder des relations tout à fait pacifiées, tout à fait assainies avec votre famille, mais vous ne répéterez pas les drames ou les erreurs commises précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on a qui concerne l'argent? Alors, donc là, première partie, on va voir tout ce qui touche aux faillites, spoliations, vols, par exemple. Donc, il est évident que s'il y a eu une faillite d'une entreprise avec le nom de famille, si en plus il y avait des salariés avec un rapport très paternaliste peut-être, enfin, vous voyez, évidemment, là, on va avoir quelque chose de très très douloureux, voire de honteux. En plus, une faillite, effectivement, il y a une chute qui peut être brutale ou qui peut être lente, mais il y a un déclassement. Ça peut même avoir eu des conséquences d'ordre psychologique, c'est-à-dire, pourquoi pas, les gens dans la famille qui ont fait une dépression, d'autres qui, pourquoi pas, ont plongé dans l'alcool. Dans certaines familles, ça s'est vu, hein. Donc, tout ce qui touche aux faillites, aux spoliations, aux vols, c'est quelque chose qui doit être regardé avec beaucoup d'attention dans notre petite enquête en généalogie
sur les 2, 3, 4 générations qui vous précèdent. L'idée, c'est que en étant loyal à cette famille, il se peut que quand vous allez vouloir créer votre entreprise, vous allez être obsédé par la peur, si vous êtes au courant hein, qu'il y a eu faillite. Hein. Mais de toute façon, l'inconscient le sait. Hein. Voilà. Mais peut-être que ça a été dit et redit. Peut-être que ça a été un trauma très important dont on a parlé dans votre famille depuis très longtemps. Peut-être qu'il y a eu aussi l'évocation, par exemple, de l'époque glorieuse où on avait des biens, etc., où on habitait dans les beaux quartiers, où on possédait des terres, etc., etc. Et donc, il y a eu toute cette mythologie autour de la génération qui possédait. Et puis, éventuellement, donc, en parallèle, on a eu le traumatisme lié à la faillite, à l'escroquerie, etc., etc. Donc, comment tout cela est parvenu jusqu'à vous, que ce soit du domaine verbal ou non verbal, c'est parvenu. Et peut-être que vous, de votre côté, vous allez avoir l'ambition, effectivement, de créer une entreprise. Et comme par hasard, la peur n'évitant pas le danger, mais bien au contraire, dès que vous êtes focus sur quelque chose, parce que la peur a un côté obsessionnel et donc voilà, généralement, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez reproduire ce qui s'est fait, plus ou moins, évidemment. Hein, voilà, avec une différence d'époque, avec une différence de personnalité, avec... voilà. Mais on voit très souvent des familles à faillite. Chaque génération, vous allez avoir un fils, deux fils, des cousins, etc., qui vont faire des faillites et encore des faillites. Voilà. Et du coup, plus ça avance, plus on se dit, eh bien, ma foi, nous sommes maudits. Voilà. Et donc, plus il y a cette conviction chevillée au corps de la tribu, si je puis dire, que dans notre famille, il y a des valeurs entrepreneuriales, il y a une dynamique, il y a un courage, il y a une prise de risque, etc., etc. Mais hélas, ça finit toujours mal. Voilà. Et effectivement, le fait d'avoir ces convictions, eh bien, ça fait un peu prophétie autoréalisatrice. Et en général, si on ne les remet pas en question, si on ne fait pas un travail dessus, un travail avec un acte symbolique, comme on pratique très très souvent en psychogénéalogie, eh bien, on a tendance à reproduire effectivement et à suivre ses peurs. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet qu'on voit assez souvent. Donc, encore une fois, être déloyal à sa famille, c'est se permettre d'être loyal à soi-même, c'est-à-dire de suivre ses propres désirs, de suivre ses propres compétences, de suivre ses propres besoins et donc de ne pas se trahir soi-même. C'est ça l'idée d'être en déloyauté. Si déloyauté, il faut mettre en place. Hein. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus certaines valeurs, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ses grands-parents, ses parents, etc. Ça n'a rien à voir, hein, la personne et les actes. Hein, ou les drames. Voilà. Donc, faillite, spoliation, vol, etc. Voilà, là on a un très très gros volet. On va aussi avoir éventuellement des familles qui ont explosé du fait de l'argent. Par exemple, eh bien, il y avait un bien. Et au moment où il y a eu succession,
eh bien, aussitôt, les avocats s'en sont emparés parce que dans la fratrie, beaucoup se sentaient lésés. Enfin, ça s'est très, très, très mal passé. Et donc, dans l'esprit de cette famille, qui dit possession, dit éventuellement explosion de la famille. Et donc, imaginons, vous, à votre niveau, imaginons, vous avez des enfants et vous gagnez beaucoup d'argent. Et là, heureux que vous êtes avec cet argent, curieusement, vous le dépensez. Alors, il y a tellement de façons de dépenser. Voilà, alors ça peut être de toute façon parce que vous êtes très insécure, ça peut être dans des addictions, ça peut être si vous êtes insécure en vous disant j'ai besoin de reconnaissance parce que je n'ai pas assez d'estime de moi, etc. J'ai besoin donc d'avoir des voitures toujours plus grosses, etc., etc. Enfin, qu'importe la manière dont vous allez le dépenser, mais disons que cet argent vous file entre les doigts. Ou justement, vous allez faire des mauvais investissements, etc., etc. Et tout cela va partir très, très vite. Donc, ce qui va se cacher derrière ça, en l'occurrence, c'est cette fameuse conviction que si j'accumule de l'argent pour en faire un bien que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, au moment où je vais partir, eh bien, mes enfants se déchiquetteront, voilà, il n'y aura plus de famille après moi, ça va être une horreur, etc., etc. Et tout parent rêve que ses enfants s'entendent bien. Voilà. Donc en fait, ça peut être une croyance qui fait que vous allez avoir de l'argent qui vous file entre vos doigts. Hein, vous avez un vécu plus haut dans la famille qui associe argent à conflit, etc., etc. Vous avez aussi tous les côtés au niveau plus là féminin, les femmes abandonnées. Imaginons, alors ça va être des femmes qui n'avaient pas accès à une indépendance financière, évidemment, et tu sais que sur les générations précédentes, il y en avait en pagaille. Et donc, ces femmes sont retrouvées pour des raisons X ou Y sans soutien financier. Donc, parce que leur époux était parti avec une maîtresse, parce que il y avait eu une guerre et puis ou un accident de voiture, ou enfin qu'importe, ou une maladie, etc., etc. Parce que l'homme était parti du jour au lendemain, on ne sait pour quelle raison. Mais en tous les cas, il y a eu traumatisme. Une femme s'est retrouvée, ça peut être votre arrière-grand-mère, au temps de la guerre, qu'importe, voilà. Mais une femme s'est retrouvée à devoir tout assumer, les enfants, les dettes, la vie au quotidien, parce que elle n'avait aucune indépendance financière et qu'elle devait tout à son couple. Donc, je pense à cela. J'ai une amie donc qui n'est pas du tout âgée, hein, et dans sa famille, donc sa mère a eu 6 enfants. Elle adorait avoir des enfants. Donc, c'était son bonheur. Et le problème, c'est qu'elle a eu 6 enfants avec un homme qui ne voulait pas d'enfants. Donc à un moment, eh bien, le couple a explosé, le père a disparu complètement de la sphère familiale et il a laissé tout ce petit monde sans revenu. Donc la mère, évidemment, n'avait aucun travail puisqu'elle s'était consacrée depuis longtemps à ses grossesses et à l'éducation de ses nombreux enfants. Et à partir de là, évidemment, vous imaginez, il y a 2 conséquences. D'abord, il y a une angoisse liée à la misère financière.
une obsession liée à la peur de manquer. Je parle pour la génération d'après, hein, évidemment, mais en réalité, c'était surtout la peur de la mère, quoi, hein, d'accord? Puisque sur les générations d'après, finalement, cette peur, elle est toujours présente, notamment chez les filles, hein, pas chez les garçons. Mais elle ne correspond pas forcément à quelque chose. C'est-à-dire que ces filles sont autonomes financièrement, elles sont dans des couples tout à fait sereins, avec un équilibre économique très très solide, etc., etc. Mais la peur de manquer, elle est toujours là. Et tant qu'on ne fait pas un travail dessus, évidemment, ça n'existera pas, ça ne s'en ira pas. Voilà. Et deuxième conséquence par rapport à cette cellule familiale qui explose, avec une mère qui n'a aucun moyen qui n'avait pas d'éducation professionnelle, on va dire, d'autonomie professionnelle, eh bien, elle se retrouve avec trois filles qui vont se déterminer professionnellement pour des emplois ultra sécures. La fonction publique, ou alors être dans un métier où on est sûr d'avoir toujours un emploi, comme par exemple infirmière. Voilà. Et donc ça veut dire que le choix professionnel se fait non pas en fonction du goût, mais en fonction de la peur d'être abandonné ou en fonction de la peur de manquer. Vous voyez comme quoi ça va avoir une grosse incidence sur vos choix à l'avenir. Voilà. Donc, vous avez aussi les femmes qui se sont entièrement sacrifiées aux autres et donc qui n'ont pas choisi leur mari. Parce que dans la famille, c'était bien d'épouser le voisin pour avoir un agrandissement de terrain. Donc les mariages arrangés, hein, tout simplement. Nous allons avoir aussi dans la bourgeoisie, voilà, les couples qui se font vraiment voilà, pour avoir les mêmes valeurs, pour avoir le bon niveau, pour avoir le relationnel, pour amplifier un petit peu son niveau social. Et donc, ça donne pas forcément des couples heureux, ça donne éventuellement un rapport à l'argent qui va être peut-être un peu vicié. Un discours sur l'argent qui va peut-être avoir des conséquences où, voilà, est-ce qu'on doit être généreux, est-ce que payer, c'est aimer, enfin, il peut y avoir des tas d'hypothèses. Alors là, je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est clair que en fonction de ce que vous avez vécu et entendu et ressenti, hein, la façon peut-être dont votre mère vivait le confort matériel qui lui était apporté et le relationnel avec ce mari qu'elle n'avait pas forcément choisi pour les bonnes raisons et dont elle était dépendante financièrement. Et voilà, bon, il y a des choses à voir au travers de l'argent et ça, c'est à étudier de façon plus pointue. On ne peut pas faire de généralité. Voilà, alors il y a un dernier point aussi que je voulais évoquer avec vous, c'était les transfuges de classe. Alors le transfuge de classe, c'est très très particulier. On dit des fois transclasse, mais moi je préfère transfuge de classe parce que ça donne bien l'idée de trahison de classe. Hein, si vous regardez la définition dans le dictionnaire, transfuge, c'est ça, hein, c'est un militaire qui quitte son camp, etc., etc., quoi, hein, voilà, quelqu'un qui quitte son parti, enfin, c'est très lourd. Dans le transfuge de classe, alors il y a effectivement des réussites extraordinaires hein, qui viennent de nulle part, des réussites économiques voilà, liées à un talent quelconque, liées à
une entreprise, etc. Et il y en a aussi quelques-uns qui sont liés à l'ascenseur social dit d'une scolarité qui, soi-disant, vous aide encore à changer de classe. Ce serait tout un vaste sujet. Mais l'idée, c'est que quand il y a transfuge de classe, la personne qui qui pénètre dans une autre société, hein, avec un autre vocabulaire, avec une autre culture, avec d'autres codes, avec d'autres postures, eh bien, il est certain qu'il y a toujours une forme d'angoisse. En tout cas, c'est généralement ce que les transfuges laissent entendre. Il y a toujours une peur de mal s'exprimer. Il y a toujours une compréhension que bah voilà, la petite robe que je porte, tout le monde voit que ça ne correspond pas du tout au niveau économique de mes camarades de classe, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, il y a toujours une espèce de honte, d'angoisse, de peur du jugement, et finalement qu'on intègre. C'est-à-dire qu'on se juge. On juge finalement ses racines, ses codes premiers, et donc par la même occasion, on va être appelé à juger ses origines, et donc nos parents. Et ça, ça peut être extrêmement douloureux. Hein. Quand un transfuge de classe en prend conscience, évidemment, et ils en ont conscience, c'est effectivement quelque chose de difficile. Et donc, là où ça peut vraiment poser problème, c'est quand on se retrouve avec, par exemple, un différentiel trop important entre ce qu'on ressent vis-à-vis de la nouvelle classe qu'on a intégrée, cette classe qui est donc plus cultivée ou plus fortunée, etc., etc. Et que nous allons peut-être juger avec les yeux de notre classe d'origine, avec peut-être un discours qui a été celui de nos parents ouvriers peut-être, qui pouvaient dire ben, en fait mais les riches sont de mauvaises personnes, ce sont des gens qui ne sont pas généreux, qui se contrefoutent de la misère humaine, etc., etc. Enfin, tout un tas de choses qui ont pu être entendues dans l'enfance et qui ont créé un espèce de rejet, de caste, une espèce de mépris. Et finalement, quand soi-même on va appartenir à cette classe, même si les valeurs qu'on a sont des valeurs de partage, sont des valeurs, et puis en plus en fréquentant des gens d'un milieu plus aisé que soi, on peut s'apercevoir aussi que c'était des a priori sociaux et que dans ces gens-là, il y a des gens extrêmement bien, extrêmement généreux, extrêmement, etc., etc. Donc, en fait, il peut y avoir vraiment une souffrance où on conserve le jugement peut-être de ses parents et on se dit, ben voilà, oui, j'ai trahi, même si on a gardé les bonnes valeurs, etc., etc. Et ça peut créer un dilemme intérieur qui peut finir par soit nous saborder, soit, pourquoi pas, de créer des maladies, des choses comme ça. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, du côté des drames, des traumas, etc., liés à l'argent, bon, j'ai sûrement oublié plein de choses, tout n'est pas exhaustif là, mais ça vous aide un petit peu à voir le premier volet. Et puis dans l'autre volet,
le dernier sur les loyautés familiales et les problèmes de l'argent. Là, on verra plus les croyances limitantes, tout ce que vous avez pu entendre dans l'enfance et toutes les étiquettes qu'on a pu poser sur vous et qui ont construit finalement, qui vous ont construit une identité et en quoi est-ce que vous êtes resté fidèle à cette identité. Auquel cas, peut-être ça vaut la peine d'être revisité, contesté et abandonné pour vous libérer. C'est le but. Voilà. Alors, donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de Soi. Mettez des petits likes. Retrouvez-moi sur mon site êtreheureux-d'être-soi.com ou sur ma page Facebook Être heureux d'être soi. Voilà, vous avez des tas d'informations sympathiques, notamment sur le site ou sur la chaîne. Je vous remercie et je souhaite vous retrouver très très bientôt. Au revoir.